La 4e semaine du développement embryonnaire. La 4e semaine du développement embryonnaire marque la fin de l'embryogénèse et le début de l'organogénèse. Elle est caractérisée par deux événements principaux. Nous avons d'une part la délimitation de l'embryon et d'autre part la mise en place des ébauches des différents organes. L'embryon qui était jusqu'à maintenant plat va se transformer en un disque incurvé en C, grâce à la délimitation. Cette délimitation se produit dans les deux sens de l'espace, dans un sens transversal et dans un sens longitudinal. Nous allons commencer par la description de la délimitation dans le sens transversal, ou bien ce qu'on appelle plicature embryonnaire dans le sens transversal. C'est dû principalement à l'augmentation du volume de la cavité amniotique. Mais plusieurs mécanismes sont impliqués dans cette délimitation et nous allons les énumérer. Premièrement, nous avons l'apparition d'une saillie dorsale. Cette saillie dorsale est due à la croissance rapide du nœud ectoblaste. Souvenez-vous, l'ectoblaste constitue le plancher de la cavité amniotique. Donc, sa croissance rapide va causer l'apparition d'une saillie dans la cavité amniotique. La cavité amniotique, quant à elle, va augmenter de volume rapidement et va repousser le mésenchyme extra-embryonnaire qui la tapisse vers la sphère choriale. Le mésenchyme extra-embryonnaire qui tapisse la paroi externe de la cavité amniotique est appelé somatopleure extra-embryonnaire. Cette augmentation de volume qui repousse la somatopleure vers la sphère choriale va effacer le cellome extra-embryonnaire. Le cellome extra-embryonnaire n'est pas représenté sur ce schéma. Le cellome extra-embryonnaire est une cavité qui se trouve dans le mésenchyme extra-embryonnaire. Donc, il y aura par la suite rapprochement des deux extrémités de la cavité amniotique. D'autre part, nous avons la stagnation du lysitocèle secondaire. Le lysitocèle secondaire ne va pas augmenter de volume et sera étranglé par les bords de la cavité amniotique qui augmentent de volume. La sphère choriale, quant à elle, elle se développe peu. Et puisque le tout se retrouve à l'intérieur de la sphère choriale qui ne va pas changer de volume, ça va obliger l'embryon et ses annexes à se replier sur eux. Ainsi, les deux bords de l'embryon entraînés par l'augmentation de la cavité amniotique vont se joindre sur la face ventrale. Donc les deux bords embryonnaires vont se joindre, les tissus homologues vont fusionner et l'embryon sera complètement tapissé de l'extérieur par de l'ectoblaste. En ce qui concerne l'applicature dans le sens longitudinal, les mêmes phénomènes sont impliqués. Donc, l'augmentation, bien la croissance de l'ectoblaste sera plus marquée sur l'extrémité crâniale. Et la cavité amniotique qui augmente de volume va repousser l'extrémité crâniale vers la face ventrale. L'extrémité caudale, quant à elle aussi, elle va se replier sur la face ventrale. Donc, ces deux poussées de l'ectoblaste, ou bien du nœud ectoblaste plutôt, vont constituer l'applicature dans le sens longitudinal. Quand la délimitation est terminée, la région du toit du lysitocèle secondaire que nous voyons ici va constituer par tubulation une structure qu'on appelle l'intestin primitif. L'intestin primitif reste relié
à la vésicule vitelline ou bien au cystocèle secondaire par ce qu'on appelle le canal vitellin. À noter que l'ensemble du canal vitellin avec le mésenchyme extra-embryonnaire qui le tapisse et les vaisseaux sanguins qui se trouvent dans ce mésenchyme sont appelés pédicule vitellin. Ce que nous voyons ici, à côté du canal vitellin, est le diverticule allantoïdien qui s'enfonce dans le pédicule embryonnaire qui relie l'embryon à la sphère choriale. La formation du cordon ombilical. Après la délimitation de l'embryon, le pédicule embryonnaire sera coincé avec le pédicule vitellin et complètement entouré par la cavité amniotique. Cet ensemble va constituer le cordon ombilical. Le cordon ombilical relie la face ventrale de l'embryon à la sphère choriale. Après avoir vu la délimitation de l'embryon dans les deux sens, transversal et longitudinal, nous passons maintenant à la formation des ébauches des organes. Nous allons décrire les dérivés des feuillets, à savoir le neurectoblaste, le cordomésoblaste et l'ontoblaste. Commençons par l'évolution du neuroectoblaste, ou bien ce qu'on appelle la neurulation. Entre le 18e et le 19e jour, l'ectoblaste s'épaissit en avant du nœud de Hensen sous l'action inductrice de la corde. Cet épaississement plus large, plus important dans sa partie crâniale, prend la forme d'une raquette et c'est ce qu'on appelle la plaque neurale. À noter que l'épiblaste, c'est l'épiblaste qui va donner naissance à ces deux feuillets après l'induction ou bien la stimulation par la corde qui se trouve sous l'épiblaste. Donc, la corde va stimuler l'épiblaste qui se trouve au-dessus d'elle et la partie centrale de l'épiblaste va donner ce qu'on appelle le neurectoblaste qui sera à l'origine de la neurulation. La partie périphérique de l'épiblaste va s'appeler l'ectoblaste. Donc, nous voyons ici, après section du toit de la cavité amniotique, le plancher de la cavité amniotique. Donc, ce que nous voyons ici, c'est l'épiblaste après l'induction de la corde. Il s'est transformé en ectoblaste. Plus précisément, la partie centrale, c'est le neurectoblaste et la partie périphérique, c'est l'ectoblaste. Donc, la croissance sera plus marquée dans la région crâniale, ce qui va donner la forme de raquette ronflée. On parle alors de stade de plaque neurale. C'est le premier stade dans la neurulation. Vers le 20e jour, les bords latéraux de la plaque neurale vont se surélever et vont former ce qu'on appelle la gouttière neurale. Donc nous la voyons ici. Aussi nous la voyons sur la coupe transversale, le stade de gouttière neurale. Cette gouttière va faire saillie dans la cavité amniotique. Les zones de jonction entre les bords de la de la gouttière neurale et le reste de l'ectoblaste constituent les crêtes neurales. Donc voici sur la plaque neurale les bords de jonction, nous voyons ici, entre le neurectoblaste et le reste de l'ectoblaste, et sur l'image au-dessous de la gouttière neurale, les zones de jonction entre les bords de la gouttière neurale et le reste de l'ectoblaste s'appellent les crêtes neurales. À la fin de la 3e semaine, les bords de la gouttière neurale se rejoignent et commencent à fusionner dans la partie moyenne. Donc la fermeture de la gouttière neurale se produit dans la région moyenne et va continuer dans les deux sens.
Ainsi, il faut comprendre que le phénomène de norulation commence durant la 3e semaine et sa principale évolution se fait dans la 4e semaine. Après fermeture de la gouttière neurale, on va parler de stade de tube neural. Au moment de la fusion des bords de la gouttière neurale, les cellules qui se trouvaient au niveau de la jonction vont se détacher. Donc, les cellules de la crête neurale vont se détacher et se trouver sous le reste de l'ectoblaste qui s'est reconstitué après la fermeture du tube neural. Donc, nous voyons ici sur une coupe transversale le tube neural, les cellules de la crête neurale et l'ectoblaste au-dessus. La fermeture du tube neural commence dans la région médiane. Elle va progresser de façon bidirectionnelle dans les deux sens. Mais les deux extrémités du tube neural resteront ouvertes. Ces deux extrémités seront appelées neuropores. Le neuropore antérieur qui se trouve dans la région crâniale va se fermer entre le 27e et le 28e jour, alors que le neuropore postérieur qui se trouve dans la région caudale va se fermer au 29e jour. Donc, nous voyons ici une image schématique d'un embryon lors de la fermeture de la gouttière neurale. Et là, c'est une image en microscopie électronique à balayage. C'est la même chose. Donc, voici le tube neural dans la région médiane qui se ferme. La progression va se faire dans les deux sens et les deux extrémités resteront ouvertes pour se fermer. On parle de neuropore antérieur et de neuropore postérieur. Le deuxième feuillet que nous allons aborder est le cordomésoblaste. Donc nous allons parler de l'évolution du cordomésoblaste. La corde formée à la 3e semaine constitue l'ébauche du squelette axial de l'embryon. Donc voici la corde dorsale. Nous passons maintenant au mésoblaste. Nous avons le mésoblaste qui se trouve juste à côté de la corde est appelé mésoblaste paraxial. Celui d'à côté est appelé mésoblaste intermédiaire et en externe nous avons le mésoblaste latéral. En ce qui concerne le mésoblaste paraxial, il va subir ce qu'on appelle une segmentation dans le sens longitudinal qui va déjà commencer pendant la 3e semaine. Cette segmentation va constituer des structures appelées les somites. Elle va aussi diviser l'embryon en étages superposés bien visibles au niveau du tronc. Chaque étage est constitué de une paire de somites et de ses dérivés. Il existe aussi des structures voisines situées dans le même plan transversal. À J30, nous aurons 30 paires de somites. Ainsi, il y a une corrélation entre le nombre de somites et l'âge de l'embryon. Vers le 40e jour, nous avons environ 42 à 44 paires de somites, disposées de la façon suivante. 3 à 4 paires dans la région occipitale, 8 paires dans la région cervicale, 12 paires dorsales, 5 paires lombaires, 5 paires sacrées et 8 à 12 paires coccygiennes. Au sein des somites apparaît une petite cavité appelée myocèle. Par la suite, chaque somite va se différencier en plusieurs contingents cellulaires. Nous avons le sclérotome, constitué par la région paramédiane du somite, et
le dermomyotome constitué par la partie latérale. Ce dermomyotome est fait de 2 feuillets tissulaires séparés par le myocèle. Dans la région interne, nous avons le myotome et dans la région externe, nous avons le dermatome. Le myotome sera à l'origine du tissu musculaire, alors que le dermatome va donner le tissu sous-cutané. Pour le sclérotome qui se trouve dans la région paramédiane, il s'agit d'un tissu conjonctif jeune dont les cellules peuvent nous donner des fibroblastes, des cellules cartilagineuses ou bien des cellules osseuses. Le dermomyotome, le myotome étant la zone interne, voilà. Les cellules prennent un aspect fusiforme et sont à l'origine des myoblastes. Pour le dermatome, c'est la zone externe et les cellules vont nous donner le tissu cellulaire sous-cutané. En ce qui concerne la formation des bourgeons des membres, c'est au niveau de certains métamères que des cellules du mésoblaste vont migrer latéralement et soulever l'épiblaste pour constituer les bourgeons des membres. Ainsi, l'ébauche des membres supérieurs va apparaître en premier, à hauteur des sommites correspondant au futur niveau C4 à T2. Par la suite, l'ébauche des membres inférieurs va apparaître à hauteur des sommites correspondant au futur niveau L1 à S4. Ceci est une image en microscopie électronique à balayage, montrant un embryon entre la 4e et la 5e semaine. Deuxièmement, le mésoblaste intermédiaire. Le mésoblaste intermédiaire ou cordon néphrogène va donner des amas cellulaires appelés néphrotomes. Ces néphrotomes seront à l'origine du rein ultérieurement. Troisièmement, le mésoblaste latéral. Le mésoblaste latéral ne va pas segmenter, mais il va se cliver à la fin de la 3e semaine en 2 lames. Une lame ventrale appelée splanchnopleur intra-embryonnaire. Donc voici la splanchnopleur intra-embryonnaire et la somatopleure intra-embryonnaire. Entre les deux se trouve une cavité appelée le cellum interne ou cellum intra-embryonnaire. Donc splanchnopleur intra-embryonnaire, somatopleure intra-embryonnaire et cavité cellumique que nous voyons ici sur une coupe transversale. Dans la partie moyenne et caudale de l'embryon, le cellum intra-embryonnaire donnera la cavité pleuro-péritoniale, sera à l'origine de la plèvre et du péritoine. Alors qu'autour de l'ébauche cardiaque, il sera à l'origine de la cavité péricardique. C'est l'évolution de l'ontoblaste. L'ontoblaste va donner le tube digestif et l'arbre respiratoire. Donc voici l'ontoblaste tubulisé après la délimitation de l'embryon et la structure qu'on appelle l'intestin primitif. À la fin de la 4e semaine, l'intestin primitif comporte 3 parties. L'intestin primitif antérieur, à l'extrémité duquel se trouve la membrane pharyngienne qui va se résorber ultérieurement. L'intestin primitif moyen, relié à la vésicule ombilicale par le canal vitellin.
donc l'intestin primitif moyen et l'intestin primitif postérieur dont l'extrémité de cloaque est fermée par la membrane cloacale. Donc voici l'intestin primitif postérieur. Et je vous remercie pour votre attention.